Depuis près de 20 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivains et des écrivaines, des acteurs et actrices du milieu culturel du Québec. Ces entretiens, qui prennent la forme de balados depuis 2017, sont animés par des chercheurs et des chercheuses qui mettent en dialogue les œuvres, les pratiques et les savoirs. La saison 2024-2025 des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC, intitulée Liberté de création et création de la liberté, un travail d'équipe, est consacrée à la liberté d'expression artistique et s'intéresse au dialogue qui se tisse entre les artistes et les professionnels qui les entourent. Comment ce dialogue définit-il le périmètre de la liberté de création ? Comment cette dernière s'y négocie-t-elle ? Loin du traitement médiatique spectaculaire qui en est parfois fait, ces rencontres souhaitent donner à entendre ceux et celles qui, chaque jour, ménagent par leur pratique la liberté de création, tout en interrogeant ses principes et ses effets. Elles cherchent à éclairer 4 professions, soit la relecture sensible, le conseil juridique, l'édition et la coordination d'intimité. La 3e discussion de ce cycle d'entretien est consacrée au rôle des avocats et des avocates dans le processus de création et de diffusion des œuvres artistiques et littéraires. Depuis l'établissement des contrats jusqu'à l'accompagnement en cas de procès, en passant par la relecture de manuscrits sensibles, les avocats et les avocates ont maintes occasions d'intervenir. Quand et comment interviennent-ils et elles ? À quel point sont-ils et elles présentes dans le milieu de la culture au Québec ? Nous avons invité pour cette occasion Normand Tamaro. Avocat au barreau du Québec depuis 1982, Maître Tamaro a toujours exercé en pratique privée et indépendante. En 1995, il obtient un doctorat en droit et se spécialise dans une pratique en droit de l'art, alors émergent. Auteur de la loi sur le droit d'auteur, texte annoté, qui est mis à jour annuellement en anglais depuis 1990, il est devenu une référence incontournable sur le droit d'auteur au Canada. Pour l'année 1997-1998, il est nommé président du comité temporaire du droit d'auteur du barreau du Québec et, en 2000, il participe à la mise en place de l'Association des juristes pour l'avancement de la vie artistique. Enfin, il a été chargé de cours à l'Université de Montréal et à l'UQAM pendant près de 30 ans. Cette rencontre est animée par Mathilde Baraban, professeure en études littéraires à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Membre du CRILC, co-titulaire de la chaire créée par le Centre national de recherche scientifique et les fonds de recherche du Québec Colibex sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression et directrice du laboratoire de recherche L'Art en procès, Mathilde Baraban consacre ses travaux à la liberté de création en France et au Québec. Elle a aussi publié plusieurs travaux sur les rapports entre l'art et droit, la littérature contemporaine française et québécoise, l'histoire littéraire et la réception du corpus contemporain par l'université. Bonjour Maître Tamaro. Bonjour. Je suis très heureuse que vous ayez accepté l'invitation du CRILC pour évoquer avec moi votre travail d'avocat au sein du milieu artistique. Vous pratiquez depuis plus de 40 ans. Vous avez écrit des ouvrages qui scrutent la jurisprudence en matière de droit d'auteur et qui sont largement mobilisés par les tribunaux. Bref, peu de personnes sont mieux à même que vous de nous éclairer sur ce que sont les droits et les devoirs des artistes, comme de leurs collaborateurs, en matière de droit d'auteur en particulier, mais aussi plus généralement de droit de l'art. Votre nom sera aussi familier pour les non-juristes, puisque vous avez défendu des artistes et des intellectuels dans des affaires marquantes de notre histoire juridique et culturelle. Je pense, par exemple, aux affaires Claude Robinson ou Éco-Société. C'est donc une grande chance pour nous de vous avoir à ce micro pour nous aider à comprendre quel rôle jouent les avocats dans le processus de création, de diffusion et j'ajouterais de réception des œuvres d'art, parce que la réception peut parfois être un petit peu houleuse. Alors un avocat en droit de l'art peut travailler auprès des artistes, bien sûr, mais aussi de diffuseurs ou encore d'assureurs. Vous avez plutôt fait le choix de travailler auprès des premiers des artistes, en vous tenant loin, si j'ai bien compris, des grands cabinets d'avocats. Alors, quel sens avait pour vous ce double choix ? Premièrement, c'est le travail en solitaire qui m'était important. Et le souci que j'ai peut-être depuis que je suis un peu plus vieux que bébé, d'être capable de comprendre les choses par moi-même. Donc, apprends par toi-même. C'est sûr qu'il faut lire, il faut écouter, il faut entendre, il faut voir. Mais c'est le souci peut-être d'y aller d'un point de vue individuel,
en ramassant ses connaissances, toujours d'un point de vue individuel. Donc, ce souci qui m'est propre, d'être capable de travailler seul, puis d'aimer faire des recherches seul pour arriver à des conclusions indépendantes. Mon souci étant, et ça transparaît dans ma thèse de doctorat, de ne pas faire l'écho des autres, ce qui est très facile à faire. Ma thèse de doctorat, c'est un peu dénoncer des spécialistes qui avaient atteint une vérité, mais c'était la même vérité pour tout le monde, et va essayer de trouver la source, on ne la connaît plus, comme la Terre est ronde ou plate. Bon, ronde, c'est peut-être Galilée, là, puis un de ses contemporains, mais plate, qui a dit un jour qu'elle était plate? On le perd. Il y a sûrement quelqu'un qui l'a dit un jour, mais donc, j'aime pas ces espèces de vérités qu'on te donne à croire et à vivre. Fait que c'est une déformation qui vient carrément de mon éducation, de la façon dont j'ai été élevé. Et quand vous avez commencé à travailler autour du droit de l'art, est-ce que c'était un secteur qui était très développé au Québec? On peut les nommer sur les mains, les avocats et avocates qui en faisaient. Je vois 2 avocates et disons 4-5 avocats. Il y en a qui étaient dans de grands bureaux d'avocats et il y en a 2 ou 3 qui étaient dans leur petit bureau à eux, qui travaillaient entre les artistes et les producteurs, donc qui avaient des chapeaux, qui changeaient. Mais c'était un monde très limité et aussi très fermé. Par exemple, si j'étais un avocat qui recevait dans mon bureau un artiste et qui me dit « Maître Tamaro, j'ai un problème », Tamaro aurait pu être tenté d'appeler un grand bureau parce que quelqu'un là-bas connaît le droit. Et je me suis fait dire, pas moi personnellement, mais j'ai compris que c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque, l'avocat du grand bureau disait à l'avocat qui venait pour une question, « Regarde, écoute, c'est tellement compliqué. Donne-moi ton client, je vais m'en occuper. Tu ne pourras pas comprendre. » C'était la façon dont se vivait le droit d'auteur. Une dernière fois, on était à l'époque de la pandémie avec à l'écran et le juge de son bureau me dit « Est-ce que vous êtes le maître Tamaro du droit d'auteur? » J'ai même pas répondu, parce que pour moi, c'est un mauvais signe. Et le signe d'intelligence d'une juge que j'ai vue, c'est « Maître Tamaro, allez pas trop vite, j'en ai jamais fait. » Et je lui ai répondu « Madame la juge, vous allez voir, vous vivez dans votre même monde juridique de tous les jours, avec des mots, puis des techniques qui parfois sont différentes, mais on vit dans le même monde. » Et ça, c'était une parole intelligente de la juge. Elle sait qu'elle est juge. C'est elle qui va décider, mais elle dit quand même « Fais-moi comprendre ». Et normalement, c'est comme ça que ça doit fonctionner le droit. Tu as un avocat qui explique à un juge le droit, et c'est le juge qui doit ensuite se prononcer. Tu as entendu qu'un juge se prononce sur tout, mais il ne peut pas tout connaître. Donc, c'est au cas par cas qu'il évolue et qu'il apprend. Justement, on pourrait peut-être essayer de démêler, si même les juges sont perdus, on peut imaginer que les non-spécialistes le sont encore plus, démêler ce qu'on entend exactement par droit d'auteur et puis cette expression de droit de l'art. Parfois, on entend parler aussi de droit du divertissement. Qu'est-ce que ça recoupe exactement comme pratique, ces différentes appellations? Les mots, vous savez, les mots sont importants. Les choix de mots sont importants. Droit du divertissement, je ne le dis pas. Moi, je travaille pas avec des gens qui se divertissent. Pour moi, les artistes sont des gens très sérieux. Quelqu'un qui peut penser 24 heures sur 24 pendant je ne sais pas combien de temps à quelque chose, c'est en principe quelqu'un dont on dirait qu'il est trop sérieux. Et donc, je travaille avec des gens sérieux. Et c'est pas des gens qui sont là pour nous divertir. C'est des gens, bien sûr, il y en a à différents niveaux là, qui vont parler « moi, je divertis », mais on veut avoir un impact sur une clientèle qui vient nous voir. Ce qui fait que moi, je ne fais pas de droit du divertissement, mais vous allez en trouver beaucoup qui en font. Moi, si je dis que je fais du droit d'auteur, c'est pas du droit du divertissement. Puis d'ailleurs, j'ai peut-être travaillé sur à peu près tous les secteurs que couvre le droit d'auteur, et c'est très large. J'ai travaillé, je ne les nommerai pas pour ne pas faire trop d'amalgame, mais j'ai travaillé avec des gens qui, par exemple, sont dans le domaine de la musique western. J'ai travaillé avec des gens qui étaient en musique, docteurs en musique, marxistes, qui me font écouter une œuvre en me demandant s'il y avait le droit de le faire parce qu'il y avait des emprunts à des airs populaires. Donc, vous voyez, entre le chanteur western et l'universitaire
qui est d'ailleurs en sciences politiques, enseignant en sciences politiques aujourd'hui à l'Université du Québec. Et il y avait une gamme. Mais pour moi, les deux ont une importance. Même si le message, évidemment, n'est pas nécessairement le même. Et est-ce que vous pourriez nous donner justement des exemples, des raisons pour lesquelles ces artistes viennent vous voir, pour qu'on puisse comprendre concrètement le type de problématiques qu'ils peuvent rencontrer et qui vont les amener à solliciter les conseils d'un avocat? Aujourd'hui, si on se met aujourd'hui, les contrats sont devenus plus complexes qu'ils ne l'étaient. On s'est beaucoup américanisé, puis pas qu'au Québec, pas qu'au Canada. Et le droit à l'américaine est un droit de précision. Donc, si par exemple, je vous dis qu'on est couvert pour des raisons de force majeure, pour quelqu'un qui, comme moi, a étudié le droit civil, pour un Français, par exemple, chez lui, pour un Allemand, un Italien, ça se résume dans une phrase. Pour un Anglais, ça peut se résumer sur 10 pages. Parce qu'on doit préciser chacun des cas, parce que s'il n'est pas précisé, il n'est pas compris. Donc, si on dit qu'en cas de force majeure, on n'est pas lié ou on arrête le contrat, si je n'ai pas écrit ça inclut la guerre, bien, normalement, s'il y a un état de guerre, je suis obligé de poursuivre mon contrat pour les Anglais. Donc, cette empreinte américaine a fait épaissir les contrats qui deviennent souvent incompréhensibles et qui souvent sont des contrats qui sont pareils les uns et les autres. Autrement dit, si vous allez voir quelqu'un pour rédiger un contrat, il risque de faire le même contour à peu près que celui qui vient de faire. Et souvent, c'est vrai, surtout ceux qui ont une pratique généralement dans le même secteur. Moi, comme ma pratique varie beaucoup, je n'ai pas vraiment de modèle type. Je sais comment rédiger un contrat, je sais quels sont les thèmes et je vais le coller comme un gant sur la personne. Parce que le principe aujourd'hui, on oublie ce que c'était auparavant. Le principe aujourd'hui, c'est que si tu signes quelque chose, tu dois avoir compris les mots. Parce que le juge, évidemment, le tribunal va te dire « tu l'as signé ». Donc, le principe, ce que je dis moi à mes clients, mes clientes, c'est tu dois tout comprendre. Ne me demande pas si c'est correct. Et je vais te dire, je pense que c'est correct, mais c'est toi qui dois le comprendre. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui juridique. Un juge va dire, ben, tant pis si tu ne l'as pas compris, mais tu devais le comprendre. Autrefois, on disait, tu ne comprendras pas parce que c'est pas le comprendre, mais je te dis que c'est comme ça. Maintenant, c'est, moi, je dis, tu dois comprendre. Donc, essayons de prendre des mots courants pour expliquer les choses, parce qu'il n'y a aucun besoin d'employer des mots latins ou des mots ciblés, hors du commun. Peut-être qu'entre nous, on se comprend, entre nous avocats, mais c'est pas nous qui devons comprendre, c'est la clientèle. Et donc, moi, je vais vous dire, si on demande qui va voir, j'ai eu un client un jour qui est revenu pour plusieurs choses. C'est un compositeur qui travaille en studio, qui a son studio, qui un jour a fait une œuvre qui est bien connue encore, majeure. S'il avait fait attention à son contrat, il aurait déjà été millionnaire très jeune. Il n'a pas fait attention, il s'est fait carrément ramasser. Le même client, depuis le début de notre relation, avant de signer un contrat, me présentait son contrat et me demandait si c'était correct. Puis si c'était pas correct certaines clauses, il me demandait lesquelles il devait changer. Et ce monsieur-là pouvait négocier lui-même. C'était quelqu'un qui avait assez de confiance en lui pour négocier un contrat. Il voulait s'assurer que les mots étaient les bons. Mais est-ce que vous voyez une différence là-dessus entre les arts? J'ai l'impression que vous avez été sollicité par des artistes qui venaient de disciplines très différentes. Très différent. Est-ce qu'il y en a qui sont plus conscients de ce type d'enjeu que d'autres? Bien, regardez, déjà, il y a un problème qui est humain. On sait tous, on n'a pas besoin d'être avocat, on n'a qu'à observer la société. Dès qu'il y a $1 qui traîne quelque part, il y a toujours quelqu'un qui veut le ramasser. Donc, s'il n'y a pas d'argent en jeu, ça va bien, les relations sont belles. Dès qu'on commence à parler d'argent, c'est là où tout se complique. Comme dans n'importe quel autre secteur d'activité humaine. Et moi, je vous dirais, c'est pas parce qu'on est en littérature que ça n'existe pas.
J'ai été au cœur du dossier d'Hélène Desputot et de Caillou, qui, justement, elle avait l'innocence de l'artiste qui, avec son père, donnait des cours, était encore tout petite, dans la ruelle, aux enfants à dessiner. Une personne qui a étudié pour avoir des titres de pédagogue officiels, qui a étudié en art, qui s'intéresse aux enfants. Puis la première fois que je l'ai vue, Hélène Desputot, je pense qu'elle n'aurait jamais été capable de dire un simple maudit. Maudit que ça va mal, là, ça ne serait pas sorti de sa bouche. Puis quand elle a signé une entente qui a été mortelle pour elle, son chum lui a dit « Signe pas ça ». C'est terrible, c'était pas compliqué, c'était pas un long contrat, là. Mais la personne qui lui a proposé le contrat lui a dit regarde, Hélène, les contrats qu'on a signés ensemble ne me permettent pas de négocier pour un film. Il y a une compagnie qui s'appelle Cinar, qui est une nouvelle compagnie qui voudrait négocier. Donc, signe-moi ce papier-là, puis dès que c'est réglé, on l'efface. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Hélène Desputot a continué à ne jamais être payée, c'était payé en retard. Jusqu'au jour où elle s'écœure et elle dit, elle demande à un avocat qui n'était pas moi au départ, résilie mon contrat parce que je tenais de pas être payé. Et qu'est-ce qui est sorti? Le petit contrat qu'elle avait oublié, qui est devenu un contrat qui les liait, et c'était vraiment pas un contrat qui était là pour me permettre de négocier, puis qu'ensuite Donc, c'est en littérature, on parle de jeunes, donc est-ce qu'il y a plus innocent, normalement? Non, on n'est vraiment pas dans l'innocence. On est dans le monde de la business avec de l'argent. Ce qui fait que moi, je ne peux pas dire qu'il y a des secteurs qui seraient plus puritains ou plus... Ce qui est certain, c'est tant qu'on ne parle pas d'argent, c'est toujours le grand bonheur. Est-ce qu'il y a aussi des motifs pour lesquels on vous sollicite plus souvent? Donc, je comprends qu'il y a beaucoup de questions contractuelles. La question de la reconnaissance du travail des artistes, de leur juste rémunération. Vous avez parlé aussi de la question des emprunts, donc on est toujours dans le droit d'auteur. Est-ce qu'on peut citer une œuvre, à quelles conditions? Ouais. Est-ce que ça vous arrive aussi qu'on vous demande des conseils sur le contenu? Toujours. Faire des révisions de manuscrits, des visionnements? J'ai fait tout ça. J'ai révisé des manuscrits ou des éditeurs de grande expérience, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, me demandent « Est-ce que je peux publier? » Moi, j'ai un souci de ne pas devenir un auteur quand je suis avocat. Donc, je ne vais jamais demander un remaniement. Ça m'est arrivé une fois de dire « Ça va trop loin. Ça va vraiment trop loin. L'auteur va se faire tomber dessus royalement par tout le monde. » Puis juridiquement, il y aurait eu 3000 raisons d'être dans le dossier de diffamation vis-à-vis de 3000 personnes. Évidemment, c'est dangereux de publier ce type d'ouvrage. J'avais averti l'éditrice que ce serait bien de revoir les mots pour le dire. Une autre fois, je me suis contenté de dire, et ce n'était pas le thème de ce que je devais lire, l'auteur devra enlever ce paragraphe-là qui concerne une tierce personne. L'auteur faisait dire des choses à cette tierce personne, mais c'est quelque chose que l'on disait dans les années 50 et qu'on ne devait plus dire dans les années 2000. Puis je lui ai dit, enlevez-le, ne serait-ce que par respect pour cette personne qui peut être prise en contexte. Donc, un souci, il y a la crainte des poursuites. Dans le domaine cinématographique, il y a des gens qui ont quand même une expertise particulière. On nous demande, comme avocat, de regarder des films montés, produits, pour des fins d'assurance. Parce que tout ce qui est dans le film fait en sorte qu'on est protégé, nous, assureurs. Parce que l'assureur, il a bien beau vouloir t'assurer, mais en principe, il ne veut pas couvrir l'assurance. Il veut avoir un beau dossier. Donc, il y a des avocats qui se spécialisent à regarder des films. J'en ai regardé des films. Par exemple, dans un cas, c'est quelqu'un qui tourne dans le très, très grand nord avec des Autochtones de la place, et on est loin, puis c'est des gens qui sont encore à se promener partout sur le territoire. Et l'assureur ou l'avocat de l'assureur me dit « Est-ce que ton client a un document écrit qui permet? » Ben, attends un petit peu, là, un document écrit. Là, tu as vu le film, là, on est loin, loin. Puis les individus dont tu parles, là, on les voit dans le film, ils sont en train de s'adresser à une caméra. Ils sont en train d'expliquer à une caméra. Donc, ils savent qu'ils sont filmés. Donc, j'espère que tu ne me demanderas pas sérieusement d'avoir un papier signé par eux, parce que je ne sais même pas comment on pourrait les retrouver. Et dans ce cas-là, elle avait accepté. Mais voyez-vous, elle m'arrivait avec un moule classique. Il faut se protéger contre d'éventuelles poursuites. Si la personne, on voit son visage, il faut qu'il y ait un papier qui le permet. Puis le papier, il faut qu'il soit le plus long possible.
le plus complet possible. Il y a des réalités très, très différentes entre ce qu'on peut faire, par exemple, dans le milieu de l'édition, qui est quand même un petit peu moins régulé, où parfois, même les éditeurs vont reprendre des contrats types un petit peu minimaux. Puis les écrivains et les écrivaines sont tellement contents d'avoir trouvé quelqu'un qui les édite, qui vont signer sans être forcément très, très regardants. Et puis, à côté de ça, le milieu de l'audiovisuel, où on va avoir des grosses machines avec des assureurs, des formulaires types à remplir, toutes sortes de précautions, comme vous les décrivez. Et c'est quand même deux mondes qui ont l'air d'être assez différents. Est-ce que vous avez l'impression que Je vous interromps là-dessus, on Ouais. le voit moins en édition littéraire. Je parle de juste l'édition littéraire. Vous avez maintenant des sacrés longs contrats. J'ai souvent vu des contrats, par exemple, à la française, ou même des contrats français. Dans le domaine du disque, à l'époque, les premiers que j'ai vus, les contrats de disque, là. De mémoire, c'était peut-être sur 3 pages que ça tenait. J'ai revu des contrats français plus tard. Ça tenait sur 25 pages, parce qu'on avait adopté la forme anglaise. Et le film, pourquoi il y avait déjà un certain formalisme, c'est qu'on met en cause des millions de dollars d'investissement. Donc, c'est normal que quelque part, des gens disent « faut surveiller », que ce soit les prêteurs, que ce soit les assureurs, que ce soit les subventionneurs, on veut avoir des garanties. Donc, c'est normal que l'on ait porté plus attention. Mais maintenant, avec les peurs qu'on a tout le temps, surtout, puis les gens vivent, c'est comme si on était toujours entouré de démons, il faut avoir le meilleur des contrats. Parce qu'en droit d'auteur, moi, je me rappelle, quand première fois que j'ai un peu bougé dans le domaine de la musique populaire, je me disais, mon Dieu, tout le monde a son contrat dans la poche arrière. Puis c'est vrai. Il y a eu une façon de faire dans le domaine de la musique qui remonte au 19e siècle, en Europe, entre autres, en France avec la SACEM, où on a dit aux auteurs, il y avait des droits d'édition, il y avait des droits d'auteur, puis il fallait départager les deux. Donc, on a créé des modèles de contrats où on parle d'édition, puis on parle de droits d'auteur. Ça n'existe que dans la musique. Mais tout le monde voulait un contrat. Mais de toute façon, en droit d'auteur, le contrat s'impose parce que je ne peux pas vendre, entre guillemets, des droits s'il n'y a pas un papier écrit qui le dise, un document écrit signé. Ce qui fait qu'en droit d'auteur, on est obligé d'avoir des contrats. Si on veut s'assurer d'avoir un droit, si par exemple j'acquiers des droits, je dois avoir un contrat qui me donne les droits, si je ne suis pas l'auteur. Le droit d'auteur impose cette forme d'un contrat, ça a imposé la forme elle-même du contrat. Il y a une loi québécoise qui prévoit, dans le domaine littéraire et dans le domaine des œuvres d'art artistiques, que doivent comporter des contrats. Quelles sont les clauses qui doivent figurer. Ce n'est pas de l'invention de l'esprit, c'est des clauses qu'on connaît depuis toujours dans le domaine des contrats. On les oblige. Mais je vous dirais, avant, c'est vrai qu'on n'avait rien comme contrat, souvent dans le domaine littéraire. Puis les derniers que moi j'ai vus, en tout cas, là, puis c'est pas des éditeurs qui sortaient des États-Unis, de New York, là. Des éditeurs très canadiens, petite maison d'édition, puis il y avait des contrats drôlement longs. Puis à chaque fois, j'en suis surpris, parce qu'évidemment, moi, j'ai appris à la vieille école. Puis plus ça va, plus ça prend forme, tout ça, là. Puis les jeunes qui ont assigné, il y en a qui ne s'imaginent pas encore que le monde peut être mauvais, là, et qui vont signer les yeux fermés. Vous avez raison, il y en a qui vont signer juste parce que c'est l'occasion, avec le même mot qu'on entend partout sur la planète, « j'ai pas d'argent, mais grâce à moi, tu vas être connu ». Ça, c'est connu en France, hein, c'est connu en Angleterre, c'est connu en Chine. Et c'est une phrase qu'on répète pour convaincre un auteur que je ne peux pas te payer, mais grâce à moi, tu vas être connu. Mais il est certain que ça prend des contrats. Et quand je parlais d'Hélène Desputo et du petit papier qu'elle a signé, ben c'est vraiment un petit papier qu'elle a signé, puis ça, c'est mortel quand tu n'y as pas pris garde. Pour me donner une idée de l'ampleur de l'intervention juridique dans le milieu de la culture, est-ce que vous pourriez nous donner un ordre de grandeur du nombre de praticiens au Québec qui travaillent en droit de l'art? Je sais on parlait de l'Association des juristes pour l'avancement de la vie artistique. Ça regroupe beaucoup de monde? Je vais vous dire oui, parce que personnellement, je vous dis que vous soulignez que j'ai enseigné pendant 30 ans. J'avais des groupes d'au moins 60 personnes chaque année. Ça fait du monde.
Puis beaucoup dans ceux-là étaient intéressés. Puis le droit d'auteur est venu 10 ans après les États-Unis, puis c'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe partout. Le droit d'auteur avait été un domaine où les étudiants brillants dans les universités voulaient aller. Puis le droit d'auteur aux États-Unis était devenu vraiment le secteur à la mode. C'était pas un secteur qui passe à côté. C'est je veux en faire parce que c'est la culture, c'est intéressant. Et on a connu ça au Québec. Puis je vous dirais, moi, je suis souvent, comme je vous disais, je travaille dans plusieurs secteurs. Et souvent, c'est des nouveaux visages. Alors qu'au début de ma pratique, c'était toujours le même monde. Mais j'ai l'impression que c'est très touche-à-tout, le droit de l'art, parce que bon, il y a le droit des contrats dont vous parliez, il y a les questions de propriété intellectuelle, il y a de droit moral, mais il y a aussi les questions de contenu, donc surtout en lien avec les droits de la personnalité. Est-ce que l'expression va porter atteinte à la vie privée, à la réputation? Est-ce que bon, il y a aussi, j'imagine, les questions liées aux bonnes mœurs ou à l'obscénité. Tout Alors, est là. faut Tout est là. connaître un peu de tout. Oui, il faut. Ça fait partie. Comme j'ai toujours dit, faire du droit d'auteur, c'est aussi faire du droit des contrats. Par exemple, moi, les premières charges de cours que j'ai eues, c'était en droit des contrats. Donc, tu ne peux pas faire du droit d'auteur seul. Par exemple, j'ai des clients photographes qui photographient des gens. Si tu photographies des gens, tu es limité par ce que tu peux faire avec tes photos. Mais ça, c'est vrai pour tout. Dès que tu crées à partir des choses des autres, tu es moins libre dans ta création. Celui qui crée de zéro, on ne crée jamais de zéro, mais qui crée à partir de lui-même, sans prendre l'image de quelqu'un, sans emprunter aux œuvres d'autrui, il est très libre. Mais dès que tu fais intervenir des éléments extérieurs, évidemment, tu limites ton champ de liberté parce que tu deviens contraint, tu deviens limité par l'histoire de la liberté qui commence là où s'arrête celle des autres. Là. C'est un peu vrai. Mes droits s'arrêtent là où commencent ceux des autres aussi. Ce qui fait qu'en droit d'auteur, oui, tu as des questions d'obscénité. Il y a des cas célèbres d'œuvres qui allaient en exposition aux États-Unis qui sont arrêtées à la frontière parce que c'était de l'obscénité. Puis là, il faut débattre, est-ce que c'est de l'art ou c'est de l'obscénité? Donc, et on parle de questions qui sont très pointues, de questions qui exigent une sensibilité à la création. Puis là, je vous dirais que personnellement, je peux avoir tort, mais dans ma tête à moi, c'est pas au Québec ou au Canada qu'on a les gens en direction de l'État qui sont les plus sensibles à la création. J'ai eu à visiter des pays, par exemple en Slovaquie, invité par le ministre de la Culture, et j'ai été étonné de voir à quel point en Europe et en Europe de l'Est, qu'on appelait de l'Est, je ne sais pas si on l'appelle encore ainsi, la culture a une importance. Ici, la culture, moi, c'est pas une blague, j'ai mon premier manuscrit de livre sur le droit d'auteur. Je suis à l'Université de Montréal, je vais voir l'éditeur, édition Thémis, qui est la maison d'édition de la faculté de droit, et je lui dis, j'ai un manuscrit qui est sur le droit d'auteur. Le directeur, c'est un prof de droit de la faillite, c'est un droit fédéral comme le droit d'auteur. Et à un moment donné, il va dire « je l'accepte ». Mais pour lui, c'était inintéressant. Et il n'y aurait sûrement pas de vente. Mais il y avait une obligation de publication pour une question de rayonnement universitaire. Et ça s'est vendu dans les 6 mois, l'édition qui a fait la première impression. Pourquoi? Parce qu'il y avait un réel besoin, il n'y en avait pas. Et donc, les gens étaient mal informés. Ce qui fait que, par exemple, on pouvait entendre des Plamondon à la disque dire « c'est épouvantable, il faut changer la loi, elle est dégueulasse ». Mais c'est parce qu'il connaissait mal la loi. On ne lui a pas indiqué, on lui a dit ce que disait la loi. Il ne l'a pas lu. Et on disait à l'époque aux artistes « on vous aime, nous. Malheureusement, la loi n'est pas bonne, il faut la changer, puis on travaille pour la changer ». Pendant ce temps-là, les artistes étaient convaincus que la vérité était « la loi n'est pas bonne ». Donc, on a déjà entendu un Plamondon dire « la loi est médiévale ou à peu près ». Et plus tard, quand c'est intervenu, c'était plus ça le sujet. C'était « hey, on n'est pas payé ». Là, il avait compris la réalité. Parce qu'il y avait jeune, dans le milieu de la musique populaire, appris ce qui suit. Moi, producteur, je devrais te donner, selon la loi, disons 1 sou par chanson sur un disque. Mais je suis quelqu'un qui croit en toi.
puis tu es un artiste de talent, puis je vais t'en donner 5. Donc, je suis meilleur que la loi. C'était horrible, ce qu'on est en train de dire à un jeune qui arrive, parce qu'on lui dit des faussetés, et là, tu as un producteur qui passe pour le bon monsieur. Mais peut-être que le producteur pensait que c'était comme ça aussi, là. Pas en train de dire que lui était convaincu qu'il volait Plamondon. Mais un fait est, c'est que la loi ne disait pas ça. Mais un Plamondon a été convaincu. Jusqu'à ce qu'il aille en France et il se dise, mon Dieu, que c'est payant en France. Moi, j'ai appris en France, à un moment donné, je suis jeune, je suis à Paris, je suis pas un gars de discothèque, mais je me dis, je vais juste aller voir. La curiosité de quelqu'un qui se promène. Ça coûtait tellement cher rentrer. Après, j'ai compris, parce que j'étais déjà allé dans une discothèque à Montréal avant d'aller là-bas, j'étais jeune. Et ici, c'était gratuit, les discothèques. Mais pourquoi c'était gratuit ici? C'est parce qu'on ne payait pas de droits d'auteur. Puis qu'à Paris, ils payaient des sommes colossales. Donc, il faut que quelqu'un paye. Donc, ici, à Montréal, ils ne payaient pas. Fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir de billets d'entrée. Et quand on se compare, on comprend bien des choses, hein. Et à cet égard, vous parliez de la différence entre la Slovaquie, la France, le Québec, l'importance qu'on accorde à la culture. Il y a beaucoup de pays, enfin beaucoup, pas énormément, mais il y a quand même une bonne vingtaine de pays qui ont inscrit la liberté d'expression artistique spécifiquement dans leur constitution. Il y en a d'autres qui ont des lois, comme en France, depuis 2016, il y a une loi qui protège la liberté d'expression artistique spécifiquement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être utile ici? Justement en partant du principe que on peut se demander si, en cas d'atteinte à la liberté d'expression artistique, il y aurait un vent de colère qui se lèverait dans toute la société et pour empêcher de la répression de l'expression. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une loi pour protéger davantage les artistes? Regardez, la notion de liberté artistique existe dans les conventions internationales dont le Canada est signataire. Donc, théoriquement, ça existe. La notion de liberté d'expression existe dans notre société. Ne serait-ce que parce qu'on tient une grande part de notre droit du droit anglais. En Angleterre, on parle de la Magna Carta, qui date de Mathusalem, qui était la première grande déclaration de liberté. Et moi, j'ai lu des juges en Angleterre en 1700 quelques dire, entre autres, qu'un éditeur ne doit pas toucher au manuscrit de son auteur parce que sinon, le public va prendre pour acquis que les modifications sont de l'auteur et ça peut porter atteinte à sa réputation. Donc, je ne suis pas le genre à dire qu'il faut rajouter, mais il faut sensibiliser plutôt. J'ai déjà un procès, je pourrais donner les noms, mais disons, c'est 2 grandes personnes au Québec sont en procès, c'est pour une question de production d'un film, d'une série. Le juge, à la première journée d'audition, puis c'est pourtant un juge dont toute la famille était dans le domaine de l'art. Mais lui, il était juge, hein, il était plus important que les autres dans sa famille. Mais il fait un signe de la main sur le bras en disant « Nous avons ici des gens dont l'épiderme est sensible. » Il y avait 2 grandes personnes devant lui et il osait dire que c'était des gens à l'épiderme sensible. Je vous dirais que ce sont des gens qui vont rester dans l'histoire et pour longtemps, pas le juge. Donc, c'est une perception. Et je ne suis pas convaincu que dans bien des États, un juge se serait permis, par exemple, un Sartre qui est devant un tribunal, je suis convaincu qu'un juge n'aurait pas dit « Restez assis, monsieur, puis attendez votre tour ». Il y aurait eu un certain respect, même si on ne partage pas ses idées. Voyez-vous? Et là-dessus, je ne vous dis pas que ce n'est pas senti aujourd'hui, mais j'ai souvent vu des jugements où tu te dis, la création, ça vaut quoi? Ça vaut quoi, la création? J'en ai vu des jugements. Je pense à le juge Reil, l'ex-juge Reil, qui a signé un jugement qui concernait une œuvre de Vaillancourt qui a été détruite, où elle essaie de comprendre c'est quoi un auteur, un artiste. Pourquoi une œuvre de Vaillancourt qui est du bois de grève ramassé ici et là, aurait une valeur. Puis donc, elle essaie de justifier dans notre droit comment une œuvre, qu'est-ce que vaut une œuvre. Je pense que notre population générale a plus de culture que nos dirigeants, pour prendre le vrai. Et je vais vous donner un fait qui me l'atteste, parce que j'ai toujours travaillé avec des artistes et je sais quelle importance que a l'œuvre et l'art pour que le public approfondisse ses connaissances. À quel point c'est important pour qu'on réfléchisse. Et à un moment donné, c'est Noël, il y a un réveillon chez moi.
je sors 2 ou 3 gravures de Janine Leroux-Guillaume. Ce sont des manières noires. Elle est peut-être une des meilleures de la planète sur ce style, cette technique de gravure. Et le chum de ma nièce, qui est un monsieur qui travaille dans le domaine de l'automobile, un tout jeune, me dit « Wow, c'est beau, j'aimerais ça de la voir. » Et là, je m'étais dit « Ah, tabarouette, le jeune qui est dans les chars, comme on dit au Québec, a une sensibilité pour une œuvre contemporaine qui n'est pas le visage de sa tante, qui n'est pas quelque chose qu'on reconnaît, quelque chose qu'on devine, qu'on va rechercher. » Puis je m'étais dit « Donc, c'est vrai. » Puis je pense à mes parents qui ont été élevés dans un monde pauvre, mais à quel point c'était des gens ouverts. Puis moi, j'ai compris qu'en haut, on était peut-être moins ouverts. Et donc, c'est le reflet de l'éditeur qui dit, pourtant un grand monsieur, dans une faculté de droit respectée, qui dit le droit d'auteur, ça n'intéresse personne. Il y a un manque quelque part de sensibilité, de connaissance, parce qu'il va toujours y avoir des gens qui vont être dans le domaine de la création. Et si on parle du rôle de l'avocat là-dedans, ben, il y a 3000 chapeaux. Il y a autant le litige. Ben, dans la vraie vie, aujourd'hui, vous allez avoir des avocats qui ne font pas de litige, qui ne font que, par exemple, du contrat. Vous allez en avoir qui sont spécialisés dans tel ou tel secteur, puis qui n'en sortent pas. C'est assez rare les avocats qui sont, comme moi, en pratique privée, qui font à la fois du contrat, qui font à la fois du litige, puis donc qui se promènent un peu partout. Je peux peut-être faire ça parce que je suis plus vieux puis que je suis arrivé dans un monde où tout était en émergence. Donc, les sociétés d'auteurs, quand je suis arrivé, commençaient à naître. Il y en a qui étaient déjà nés, mais beaucoup sont nés après que je sois arrivé. Et ces gens-là avaient besoin d'informations. Donc, moi, j'étais là. Fait que j'ai vu, moi, cette évolution. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de formalisme, mais à l'image de notre société, qui est de plus en plus, quant à moi, formalisée. Ouais, donc vous notez une vraie évolution de toute la société à cet égard. Grosse évolution. Moi, je suis assez curieuse de vous entendre sur un des aspects de votre travail, qui est celui de la relecture ou de la révision de contenu. Parce que là, vous êtes vraiment en dialogue avec la personne qui crée. Comment est-ce qu'on intervient quand, comme vous, je l'entends, vous avez une sensibilité à ce que peut faire l'art, à la puissance de l'expression des artistes, et on vous soumet une création qui n'a pas encore paru. Donc, il n'y a pas encore eu d'autres personnes qui peuvent la lire. Puis, on vous demande de pointer éventuellement des choses qu'il faudrait changer, camoufler. Comment est-ce qu'on arrive à composer avec ces injonctions contradictoires, la connaissance du droit et la conviction de l'importance de l'expression artistique? Ouais, je vais vous dire, moi, je prends pour acquis l'importance de l'expression artistique. Et je vous l'ai dit, sans être un arbitre. Donc, je la prends pour acquis. Et j'ai toujours dit que ce sont mes clients qui m'apprennent. C'est sûr que j'ai vu de la gravure, j'ai vu ci, j'ai vu ça dans la vie, mais c'est les gens qui me l'apprennent. Je ne l'ai pas appris à l'école. Puis je sais, j'entendais encore cette semaine, j'étais assis au restaurant à côté d'une dame qui dit c'était le seul poème qui, quant à moi, est artistique. Elle parlait de ses poèmes. Donc, elle a une analyse d'elle-même. Puis ce poème-là était artistique. Alors que d'autres étaient peut-être plus utilitaires. Je ne sais pas. Donc, moi, je me prononcerai pas sur l'aspect artistique. Est-ce qu'on avance? On avance dans le chemin de la connaissance, dans ce secteur de la pensée, de l'écriture, de la façon de présenter. Je la regarde vraiment en avocat, qui peut voir un problème se poser. Si on parle d'individus vivants et qu'on les massacre royalement, vous savez qu'au Québec, la diffamation, ça peut être des choses vraies. En droit anglais, la diffamation suppose qu'on s'est trompé quand on a écrit. Mais quand c'est vrai, on ne peut pas être condamné. En droit français, le droit que l'on a ici au Québec là-dessus, donc on peut diffamer quelqu'un même si c'est vrai. Ça va loin. Donc, quand tu lis, il faut que tu penses à ton éditeur, parce que généralement, la commande vient de l'éditeur. Moi, en tout cas, les commandes sont toujours venues de l'éditeur. Ce n'est pas l'auteur qui vient me voir en premier.
C'est l'éditeur qui a décidé de publier, puis qui se dit, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas... Ça peut parfois parce que le sujet est très brûlant. Puis j'en ai connu des sujets, là, il y a eu des explosions après certaines publications que j'ai vues. Pas nécessairement à cause d'explosions, mais ça se situait dans un contexte que la publication est devenue une véritable explosion. Donc, tu lis, mais tu lis en avocat. Je lis pas pour critiquer une œuvre. Je lis pas par déformation parce que j'écris aussi, parce que j'ai enseigné. Par déformation, je vais peut-être souligner des mots. Mais ça, c'est une déformation. C'est pas parce que je suis avocat. Je vais, comme avocat, m'arrêter à des choses qui sont risquées. Mais moi, je le fais, je vous disais tout à l'heure, ma façon d'approcher, je ne suis pas un auteur. Donc, pour moi, le risque, je le pousse très loin. Parce qu'un avocat, c'est quelqu'un qui est peureux. On nous a appris à parler quand quelqu'un avait déjà parlé. Donc, le droit, c'est ça parce que quelqu'un le dit. Donc, on nous apprend à être peureux quand on fait du droit. Et moi, je n'ai pas une nature particulièrement peureuse. Donc, par nature, sûrement que l'avocat m'a rendu plus peureux que j'étais, mais je ne suis pas particulièrement peureux. Et donc, je laisse beaucoup de liberté, je laisse beaucoup de risques à mon éditeur, en me disant que qui suis-je, moi, pour le censurer? Je ne suis pas l'Inquisition. Hein? Puis la censure, il y en a tellement partout qu'ils n'ont même pas besoin de moi. La même personne dont je dis qu'elle parle d'un poème artistique il y a quelques jours devant moi me dit que comme professeur, mais pas professeur à temps plein, professeur ponctuel, elle veut faire travailler des jeunes à une pièce de théâtre. Je ne sais pas si c'est pas une pièce d'elle-même. Il y a 2 jurons dans la pièce. La direction voulait l'interdire parce qu'il y a 2 jurons. Aujourd'hui, on ne parle pas il y a 50 ans. Là. Et quand on voit les images de livres brûlés au Canada anglais ou aux États-Unis, on peut se surprendre. On était même en 2024, là. On a encore ça. Donc, il y a déjà de la censure un peu partout. Il y a la censure institutionnelle parce qu'il y a la bonne écriture, puis il y a la pas bonne écriture. Mais chose certaine, moi, comme avocat, je ne veux pas embarquer dans la qualité, le caractère artistique. Je le fais dans mon salon, tout seul. Ce que j'aime comme musique, là, je vais me le dire à moi-même dans mon salon. Je ne dirai pas à un client jamais « c'est drôle, ta musique ». J'ai déjà dit à mon client flyé, de docteur marxiste, à l'époque, j'étais toujours à mon petit chalet en Gaspésie. C'est à l'époque où on n'a pas beaucoup de moyens de faire jouer. J'avais une vieille auto, pas de radio, pas de CD ou de cassette, je pense, à l'époque. J'ai fini par avoir une cassette, puis j'aurais pu avoir un accident tellement ça a sorti bizarre quand je conduisais pour aller à l'épicerie. Des sons hétéroclites, puis j'aurais pu être un accident, là. Pour lui, son œuvre parle. Pour moi, c'était « wow, où est-ce qu'on est? » Parce que j'ai pas la connaissance, j'ai pas son savoir pour le comprendre. Et j'essaye même pas de le comprendre. J'essaie de comprendre quand je suis, par exemple, à procès. Puis il faut mettre un doigt précis sur une réponse précise. Pourquoi je fais telle ou telle chose? Là, je veux comprendre l'artiste plus que lui-même se comprendre. Parce que là, je tiens. Mais si c'est pour lire un ouvrage en me disant « est-ce qu'il est susceptible de poursuite demain matin? » Je suis un peu plus libéral. En me disant « il y a quand même une marge de manœuvre de liberté au Québec. » Et donc, avant de m'interdire... Puis la liberté d'expression est une liberté qui est quand même consacrée par les tribunaux. Est-ce qu'ils la vivent bien ou non? Ça, c'est une autre chose, mais la notion existe. Une des choses, moi, qui me frappe beaucoup, c'est que en France, il y a cette loi sur la liberté de création, mais en fait, elle ne fait que reprendre ce qui existait déjà dans la jurisprudence. Mais il y a en France une chambre, qui est la 17e chambre, qui est la chambre de la presse, où on a vraiment des magistrats qui sont très... spécialisés. Très spécialisés, exactement. Les avocats québécois ont un avantage, c'est qu'ils peuvent lire le droit anglais et le droit français. Mm-hmm. Vous savez qu'il y a un Français qui s'appelle Françon, qui a écrit en droit d'auteur, un spécialiste du droit d'auteur en France, qui a écrit un jour qu'il y a vraiment 2 types de droit d'auteur. Un à la française, où on s'intéresse au droit moral, et un à l'anglaise, où on est purement dans l'aspect économique. Économique, copyright. Copyright. Ça vient de rien. Ah oui? L'invention de l'esprit. Ah bon? L'invention de l'esprit. Quand je vous disais, le juge anglais qui dit en 1759, c'est le juge Blackstone, j'ai perdu son nom.
C'est la première grande décision de droit moral en droit oui, que je OK. connais, où le juge dit justement qu'un éditeur ne doit pas manipuler le texte d'un auteur, car le public va penser que ces manipulations sont de l'auteur. Il va y avoir atteinte à sa réputation. Oui. Et le droit moral, c'est une modification de l'œuvre qui porte atteinte à la réputation. Donc, vous avez la sacralisation d'un droit moral. Mais Françon a une telle importance sur la scène internationale que même les Anglais sont convaincus de cette distinction. Et moi, je vais vous dire, quand vous parlez des magistrats maintenant, pourquoi? En France, par exemple, on a beaucoup de décisions de droit moral. En Angleterre, très peu. Tu as par exemple le prince Albert, le mari de la reine Victoria. Les deux se disaient artistes, puis je pense qu'ils l'étaient. Il y a une exposition qui se tient des œuvres du prince Albert. Il y a quelqu'un qui se dit, moi, je vais prendre telle représentation picturale et en faire un calendrier. Il y a un procès qui se tient. Et la cour va dire, il appartient au prince de décider quand et où son œuvre sera publiée. Ça, c'est ce que les Français appellent le droit de divulgation, qui serait le plus important des droits d'auteur. C'est un Anglais qui l'a dit, on est à peu près en 1850. Puis, en Angleterre, on n'en parle pas beaucoup, mais pourquoi? Parce que le droit anglais est formé par la jurisprudence. Si un juge a dit quelque chose, on n'y revient plus. Ouais. Donc, si un juge a dit qu'on ne doit pas manipuler l'œuvre d'un écrivain, on arrête là. Surtout si le juge est respecté comme l'était le juge dont je parle. Si un juge a dit qu'il appartient à l'auteur de publier son œuvre, il appartient à l'auteur de publier son œuvre. C'est le droit, les Français appellent le droit de divulgation. En Angleterre, on a, en 1911, rapatrié toutes les lois qui existaient en droit d'auteur pour en faire une. Ils ont écrit dans la loi qu'il existe le droit de publier. Ouais. C'est un droit fondamental. Mais pour les Français, c'est une espèce de droit mercantile. C'est le droit de décider quand on va faire de l'argent. C'est un droit pécunier, de nature pécuniaire. Non. Il vient vraiment d'une consécration par la jurisprudence de la décision d'un auteur de publier ou non son œuvre. Donc, en Angleterre, tu as un juge qui a dit une chose et on s'y tient pour le futur. En France, ça n'existe pas, la jurisprudence. À la Cour de cassation, en Angleterre, il y a 9 juges. Ici, il y a 9 juges, hein, notre Cour suprême. En France, il y a un tapon de juges. Là. Il peut y avoir 2 chambres au même moment qui disent des contraires. Et pour un Français, c'est pas normal. La jurisprudence, ça n'existe pas, la notion de jurisprudence. C'est ce qui est décidé là. Et donc, en France, tu as eu une multitude de décisions autour du droit moral. Je trouve une porte de réfrigérateur peinte dans les vidanges et je veux la publier. Ça va se retrouver devant un juge qui va dire non. Et il y a des tonnes de décisions comme ça. Sachez que quand j'ai commencé à étudier le droit ici, on disait que le droit de propriété était le plus sacré de tous les droits. Et ça vient de la France. Le droit de propriété est un droit sacré. Donc, je trouve une porte dans les vidanges, je m'en accapare, c'est à moi et je peux en faire ce que j'en veux. C'est dans ta tête. Les Anglais n'ont pas cette notion-là. Parce que, je vous dirais, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais par exemple, à Londres, sur une maison, il y a plein de titres de plein de monde, en partant de la reine. Fait que quand tu as une maison, il y a comme plein de droits qui viennent s'immiscer. Fait que la notion de la pleine et entière propriété, droit sacré, ça ne peut pas exister en Angleterre. Ça existe dans des pays civilistes, en France, par exemple. Ce qui fait que, pourquoi il y a beaucoup de problèmes de droit d'auteur en France, c'est que j'ai acheté une œuvre, je peux faire ce que je veux. J'ai acheté un tableau, je peux en faire ce que je veux. J'ai un manuscrit, je peux faire ce que je veux. Mais non, il y a un droit d'auteur. Puis, pour quelqu'un qui a appris que quand c'est à toi, c'est difficile de comprendre qu'il a le droit d'un autre. Puis pour un Anglais, c'est plus facile à comprendre. Parce que, par nature, il est déjà habitué à ces distinctions. Et donc, c'est sûr que ce que j'écris, il n'y a pas grand monde en droit français qui le reprend. C'est sûr, parce que je suis en train de défaire un monstre sacré, mais qui se fait aussi ailleurs. En philosophie, c'est pareil. Hein? On est les grands philosophes, puis les Anglais, c'est des moins que rien. Puis moi, j'ai encore dans ma préface cette année, parce que je critique beaucoup les tribunaux, j'ai un commentaire en disant Shakespeare et Molière, avant d'être des créateurs
anglais et français, ce sont des êtres humains. Ils ont des cerveaux d'artistes. Il n'y a pas un cerveau anglais puis un cerveau français. Puis les deux ont un cerveau d'artiste. Et c'est ce que j'ai compris, moi, notamment en voyageant ailleurs, en Slovaquie, entre autres, où je vois un sculpteur sur bois qui est la seule personne dans le pays qui peut aller sur une île, sur le Danube. Parce que c'est un sculpteur sur bois, il a le droit d'aller cueillir du bois. Personne que lui. Pourquoi? Parce qu'il est un grand sculpteur. Ici, oubliez ça, ça n'existe pas, ça. Vous verrez jamais, jamais, jamais un artiste avoir un droit prioritaire parce que... Je vous remercie beaucoup, Maître Tamaro. Je pense que ça nous donne une vision de la complexité du domaine du droit de l'art, mais aussi qu'il y a quand même plusieurs façons de le pratiquer et qu'on peut, même en droit, réfléchir à la marge de liberté qui est la nôtre. Alors, un grand merci de votre intervention. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet entretien avec Maître Normand Tamaro, animé par Mathilde Baraban. Un entretien réalisé en collaboration avec la chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression et la puce à l'oreille. Pour découvrir d'autres épisodes des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC, rendez-vous dans la médiathèque du Centre ou sur votre plateforme d'écoute préférée.